Bon, je pense que ce serait pas mal de faire un petit point lecture en ce vendredi. Combien on est? Je sais pas. Entre 8 septembre. On va faire un petit point lecture avec ce que j'ai lu dernièrement. Alors, on va parler de 4 romans. Il y en a un qui est en audio en plus. Et on va parler de pas mal de graphiques. Donc c'est parti, on va commencer avec les romans. Alors, on va commencer avec les lectures audio. D'abord, j'ai écouté Tout le bonheur du monde de Claire Lombardo, édité ici chez Rivage, que j'ai écouté sur Audible et qui a été un coup de cœur. Je savais que potentiellement ça pourrait me plaire, mais encore plus, j'ai vraiment été séduite par cette histoire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'avais un petit peu peur que ce soit un peu comme tous les livres un peu contemporains. Je veux pas tout mettre dans le même lot, c'est un peu prétentieux ou méchant de ma part. Mais souvent, on a des histoires de famille avec des secrets qui sont révélés et des drames. Et ensuite, tout est bien qui finit bien, ou du moins c'est bourré de plein de bons sentiments qui font que le lecteur se sent bien à la fin, se sent mieux. Là, on va dire que il n'y a pas vraiment de drame, il y a quelque chose qui va se passer dans une famille. Alors dans une famille où on a, alors que je me souvienne des prénoms, il s'appelle David et Marilyn, c'est un couple qui vit à Chicago et qui a 4 filles. Un peu comme les 4 filles du Dr March. Non, je plaisante. Rien du tout, ça n'a rien à voir puisqu'on est à l'époque actuelle. Et ils ont Wendy, Violette, Lisa et Grace. Et on a David et Marilyn qui est un couple qui aujourd'hui est assez âgé à l'heure actuelle, âgé entre guillemets, lui est à la retraite, elle travaille toujours. Je suis désolée, c'est un peu le bruit de l'extérieur, mais il fait chaud, même s'il est 8h30 du matin. Je suis obligée de laisser ouvert, sinon je ne vais pas pouvoir vous parler. Donc, j'ai pas trop le choix, je suis désolée. J'espère que ce sera pas trop embêtant. On est sur ce couple-là, qui est quand même assez âgé. Les filles vivent de leur côté. La plus jeune, elle s'appelle Grace, si je dis pas de bêtises, et je suis mal avec les prénoms, surtout quand c'est en audio, alors ça n'aide encore ça n'aide pas du tout. Donc Grace, elle vient de partir pour faire ses études, et voilà, ils se retrouvent tout seuls, et en fait, ils ont un amour extrêmement fort, extrêmement beau, puissant, et envahissant vis-à-vis, on va dire, de leurs enfants. Il a toujours été envahissant, par exemple, c'est déjà arrivé que leurs enfants les voient en train d'avoir des rapports, ou en tout cas de s'embrasser de façon très langoureuse, sans cesse en train de se toucher, d'être dans leur bulle à deux. Et ce modèle, en fait, de vie en couple va avoir une influence sur la vie de leurs 4 filles. Et à l'heure actuelle, on va suivre leur histoire, mais on a des retours en arrière où on comprend comment les parents se sont rencontrés, ce qui s'est passé dans la vie de leur fille. Donc ça commence vers les années 76-77 et puis jusqu'à l'heure quasiment actuelle. Et on va faire beaucoup d'allers-retours comme ça pour raconter l'histoire de ce couple et de leur fille et de qui elles sont. On a 4 filles vraiment très différentes qui soit sont en couple, soit effectivement il y a eu quand même parfois des drames ou des choses qui se sont passées dans leur vie de femmes, et voilà. Donc la présentation est assez simple, mais la plume est assez, et elle est hyper réaliste. En fait, j'ai été bluffée en écoutant par le réalisme de cette histoire, quoi. J'y ai cru, mais totalement. En plus, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas épargnés de défauts, on ressentait en fait
ce que les filles pouvaient ressentir par rapport à cet amour envahissant de leurs parents. On pouvait ressentir aussi ce que ressentaient notamment les parents, le père. Enfin, je me suis attachée au personnage. Je trouvais que c'était très bien écrit, très efficace aussi, intelligent dans la construction et en plus avec des personnages touchants, notamment dans leurs failles, dans leurs défauts. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je vous la conseille. Je sais pas comment expliquer. J'ai lu, vous savez, il y a pas longtemps, 3 et j'ai lu aussi l'histoire, vous savez, de Violette justement qui est garde cimetière. Donc c'est de Laurence Perrin, c'est ça. Et en fait, j'ai bien aimé, mais il y avait un truc qui m'énervait un peu parce qu'il y avait un côté un peu moralisateur. Je sais pas comment vous expliquer. Un côté un petit peu, bon, je vais vous dire, je vais vous raconter l'histoire de ce drame et vous inquiétez pas, ça va bien se terminer. Ouais, on savait déjà à l'avance que potentiellement ça allait pas trop mal se terminer. Et là, l'histoire suit son cours et en fait on nous raconte cette histoire sans en faire des caisses, sans... je veux dire, les choses qui leur arrivent, parce qu'il y a quand même des choses qui leur arrivent de façon un peu dramatique, sont des choses qui peuvent arriver, sont des choses qui peuvent arriver et potentiellement on va pouvoir parler de maladie ou de deuil ou de, je sais pas, d'accident, de choses comme ça, sans appuyer dessus de façon trop forte, ce qui fait que ça reste tout à fait faisable, plausible, voilà. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais aller voir ce qu'elle a écrit d'autre parce que j'ai beaucoup aimé. Je vais le garder. C'est possible que je le relise, vraiment. Donc c'est vraiment, j'ai mis une très bonne note. J'ai mis 17, je crois, sur Livre Addict parce que j'ai adoré. Donc je vous le conseille. Alors un autre livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le rêve de Ryosuke de Dorian Sukegawa, édité chez Albert Michel. Ces 2 livres là dont je viens de vous parler sont les 2 livres qui ont clos mon feuilleton de l'été. Et mais alors ça s'est conclu vraiment en beauté parce que j'ai adoré ces deux histoires. Et alors celui-ci, je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais en fait à lire une histoire qui potentiellement pourrait peut-être un petit peu m'ennuyer. En fait, j'ai lu Les Délices de Tokyo de lui avant, que j'ai bien aimé, mais qui n'avait pas été un coup de cœur. Là, j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment, c'est un coup de cœur ce livre. Parce que on va suivre, c'est pareil, c'est parce que je pense, j'y ai cru, c'est pour ça. J'y ai cru, j'étais dedans, voilà. Donc là, on suit l'histoire d'un jeune homme. D'un jeune homme lambda, donc qui s'appelle Ryosuke et qui arrive... alors, c'est pas un jeune homme lambda, il est un peu suicidaire. Il est pas bien dans sa tête, ça va pas, il est un peu dépressif et il va faire une expérience, aller sur une île, retrouver quelque chose, il a quelque chose dans son sac à dos qu'il doit donner à quelqu'un qu'il doit trouver sur cette île. Donc sur cette île, on est au large de Tokyo, on est au large de, je sais pas où en fait, non, je dis ça. En fait, il va sur l'île, voilà, sur une île où, qui est réputée pour ses chèvres sauvages. Et sur cette île, en fait, il y a un chantier auquel il va participer pour... voilà, c'est l'occasion. Il veut aller sur cette île. Il sait que c'est sur cette île que son père a passé quelques années avec sa mère. Et donc il veut comprendre en fait, il veut comprendre ce qui s'est passé et il se dit que potentiellement participer à ce chantier de travaux va l'aider. Il est accompagné au départ de 2 autres personnes, une jeune femme et un autre jeune homme, qui sont 2 personnages secondaires qui sont vraiment touchants. Et voilà, on va suivre Ryosuke et ses 2 acolytes, d'abord dans ce chantier, puis après, quand le chantier se termine, on va continuer à les suivre sur l'île. J'ai pas trop envie de vous dire plus que ça. On est dans un livre où le personnage principal n'a plus rien à perdre. Donc il essaie de comprendre et il essaie de s'accepter et de trouver quelque chose à faire de sa vie pour avoir
envie de continuer à vivre. Et j'ai pleuré, rien que d'y penser, ça me touche. J'ai vraiment adoré. Moi, j'ai envie de pleurer parce que je suis fatiguée. Mais je vous assure, ça m'a touchée. Ce livre m'a touchée parce que on est à l'extrême limite, vous voyez. On est à l'extrême limite. Et c'est écrit de façon assez abrupte. C'est retranscrit, notamment. Alors attention, pour ceux qui sont sensibles à la cause animale, le moment où j'ai pleuré, c'est une scène qui met en danger un animal. Donc n'y allez pas si vous êtes sensible, parce que vous allez pas supporter. Moi, j'ai trouvé que cette scène extrêmement dure, et d'autres d'ailleurs, il y en a d'autres après, était tout à fait importante pour la lecture de ce livre et l'appréciation de ce livre. Donc je comprends que l'auteur l'ait écrite, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très humble, très beau. Et j'ai été complètement envoûtée par l'écriture, beaucoup plus que quand j'ai lu Les Délices de Tokyo. J'ai vraiment adoré ce roman. Je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu encore un roman que j'ai adoré, le 4e tome de Dune de Frank Herbert, L'Empereur Dieu de Dune, édité ici dans la très belle réédition de Robert Laffont, en livre relié. Il est vraiment très très beau. Et avec un confort de lecture très agréable. Comme d'habitude, les petites en-têtes avec ici des extraits des Mémoires volées, je ne vous dirai pas plus. Je ne vais pas vous spoiler, c'est difficile, je ne vais pas vous en parler plus que ça. On est toujours sur Dune, qui aujourd'hui s'appelle Arrakis. On est des milliers d'années, je dirais 1500 ans après le 3e tome. Et c'est pareil, on est arrivé à un moment où on sent que c'est la fin d'un règne, ou la fin de certaines croyances, et le monde dans lequel on est maintenu par l'empereur Dieu de Dune. Voilà. Et je peux pas trop vous en dire plus, parce que je peux pas vous dire qui c'est, je peux rien vous dire, mais je peux juste vous dire que les premiers chapitres de ce roman, j'ai fait waouh. Alors là, non mais j'ai jamais vu une ouverture de roman comme ça, quoi. C'est juste génial. Mais ce livre, cette série, elle est géniale. Elle est super bien écrite, elle est passionnante, elle est pas complexe. Elle parle là, elle parle beaucoup quand même de philosophie, du sens de la vie, voilà, de ce qu'on sous-entend, de qu'est-ce qui est suffisant par rapport au qu'est-ce qui nous contrôle, comment est-ce que ce système-là tient, la fragilité en fait de ce système qui est mis en place, et en même temps le fait que cette préscience, cette épice, tout ça, on retrouve tous ces thèmes-là. On va jusqu'aux limites. On va jusqu'aux limites de la chose. Mais voilà, on retrouve quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place dans les premiers tomes, mais pour un nouvel univers que j'ai adoré. Et j'ai adoré les personnages qui ont été mis en place aussi là-dedans, en plus. Lisez-le. C'est tout ce que je peux dire, ça va plus vite. Alors, sinon, j'ai écouté... Ah, je ne sais plus qui l'a écrit. J'ai écouté, je vais le mettre là, L'étranger dans la maison, qui est disponible avec l'abonnement Audible gratuitement jusqu'au 14 septembre. Vous n'avez plus beaucoup de temps, mais c'est un livre, moi je l'écoute en 1,3 fois le temps en accéléré, parce que c'est exactement ce qu'il me faut pour le débit. Parce que sinon je trouve ça trop lent. Et il y avait 6 heures d'écoute, donc ça se lit très bien. C'est un thriller. C'est un thriller qui se passe une sorte dans une maison, avec un couple qui est assez jeune, qui a 4 ans, enfin un couple qui a 4 ans, et qui s'aime vraiment, qui vit de façon sereine. Et il va y avoir un cadavre qui va être retrouvé, et la femme va être mise en cause dans cet assassinat. Et tout le couple va être complètement
remis en question parce que le mari ne comprend pas du tout ce qui s'est passé. Les voisins ne sont pas aidants, notamment une voisine qui, c'est marrant, est une tricoteuse, a un blog, genre une chaîne YouTube qui parle de tricot et qui a toujours ses aiguilles avec elle. Elle est trop forte parce que vraiment je me suis presque reconnue dans le personnage de Bridget. Ça c'est un personnage qui est assez hallucinant. Voilà, donc je dirais que c'est une sorte de... Il y a un côté très huis clos, mais bon on n'est pas dans un huis clos parce qu'il n'y a pas de... Rien n'est fermé, mais on est dans un petit quartier où on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est très efficace, c'est pas extrêmement génial, mais j'ai mis 15 je crois sur 20 sur Livre Addict. C'était bien, donc si vous avez envie d'un petit thriller de maison, des maisons, c'est celui-là qu'il faut écouter, allez-y quoi, c'est plutôt sympa. On va passer au graphique, on va commencer par une sorte d'abandon, déception, grosse déception. Gargantua, qui est un album graphique de Milan Jeunesse, une adaptation de François Rabelais, de Ludovic de Burn. Et ben je me suis dit en le feuilletant que les images, enfin que les dessins étaient vraiment assez hallucinants. Je trouvais que ça participait vraiment à l'histoire, mais enfin, je trouvais que c'était sympa. Enfin, les dessins, je trouvais qu'il y avait un univers graphique assez impressionnant. Mais alors l'histoire, c'est insupportable, c'est complètement inintéressant. C'est un conte où il se passe des trucs avec des gens où je comprenais rien. J'ai trouvé que la façon dont il parlait de la naissance, c'était intéressant. L'adolescence, voilà, il est extrêmement grand, il mange de tout, il est vraiment différent des autres. Après, il part dans un périple et il y a une histoire à côté, après, de guerre. Et là, j'ai décroché et j'ai trouvé ça super ennuyant. Et donc, j'ai arrêté. Je me suis arrêtée quasiment au milieu. J'ai regardé les dernières images. Et je me suis dit, bon, j'ai pas envie de regarder la suite. Donc, c'est pas la peine de me forcer. Donc, on va s'en séparer, je pense. Mais, enfin, voilà, c'est vraiment pas super. Et pourtant, c'était prometteur, cette couverture. Mais ça n'a pas marché. Ensuite, on va continuer avec les grands. J'ai lu le second tome de The Nice House on the Lake de James Tynion IV, je crois, Alvaro Martinez Bueno, édité chez Urban Comics. Écoutez, c'était vraiment tout aussi bien que le premier, donc c'est de la science-fiction, c'est un peu étrange, il y a du fantastique, on en apprend un peu plus sur cette maison où le personnage principal, Walter, qui est sur cette couverture, rassemble une partie de ses amis pour les avoir tous au même endroit pendant qu'il se passe des choses bizarres ailleurs. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je spoil toute l'histoire. Toujours aussi inquiétant. J'ai trouvé qu'au début ça ramait un peu, mais la seconde partie de la BD a rattrapé parce que du coup on comprend des choses. Voilà, faut s'accrocher au début, mais franchement c'est bien. C'est pas une BD simple d'accès quand même, mais ça vaut le coup. Le 3e volume est sorti en anglais, mais n'a pas encore été traduit, donc on va attendre un petit peu. J'ai lu Au revoir là-haut, adapté du roman de Pierre Lemaitre et mis en image et en dessin par Christian Demeter chez Rue de Sèvres, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et là, je me suis dit que j'avais bien fait, que je vais plutôt sortir le roman de ma pile à lire. J'ai pas envie de le lire parce que j'ai pas été séduite par l'histoire. J'ai trouvé ça... c'est une histoire que je sais que beaucoup de monde a adoré et je savais que potentiellement ça me plairait pas trop parce que c'est dur quoi. C'est trop dur pour moi parce que c'est les suites de la Première Guerre mondiale. Et en fait, on va avoir un des personnages principaux qui va perdre sa mâchoire inférieure. Et donc, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Et un autre personnage qui va faire en sorte de le maintenir en vie. Il y a c'est censé être poétique, mais moi, en fait, ça m'a gênée tout le long. Je peux pas regarder, je l'ai lu jusqu'au bout, mais j'arrivais pas en fait, c'était super dur, c'était trop dur pour moi en fait, psychologiquement. Donc je suis une pauvre, ouais, ce genre de truc, c'est trop réaliste en fait, presque pour moi. Ouais, je suis désolée, pour ceux qui ont adoré, je crois que je suis pas assez
courageuse en fait pour lire ce genre de choses et je n'ai pas envie de le lire en roman. Mais le fait de d'avoir découvert l'histoire en BD me plaît. Et c'est pareil, je crois qu'il y a un film qui a été adapté, je le regarderai pas parce que je sais que ça va être trop dur pour moi. Donc voilà, l'expérience a été faite et n'a pas été forcément très agréable. Mais les dessins sont plutôt sympathiques, mais enfin bon, bref. Enfin, moyen que ça dépend quelles images. Allez, on passe au manga. D'ailleurs, 3 très bonnes lectures manga. Déjà, 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimés, qui étaient dans ma pile à lire depuis longtemps. Donc, Solanin de Inio Asano, dans ce premier volume. Là, c'est une histoire d'amour avec 2 personnages trop choupinous. On a elle, qui est... Comment il s'appelle, lui? Il est où? Il est là. On est du point de vue de cette jeune fille, en fait. Je sais pas si on va avoir une image de lui quelque part. Alors, c'est vraiment... Ça tourne vraiment autour de... Oh, voilà, ils sont là tous les deux. Bon, c'est pas les meilleures images. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un jeune couple qui ne sait pas trop quoi faire de sa peau. Voilà, il y en a une qui a un boulot qu'elle supporte pas et qui va le quitter. Lui, il continue à bosser alors qu'en fait, il veut faire de la musique. Et ils sont dans une recherche en fait de sens à leur couple, à leur vie personnelle, de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était bien retranscrit. Il y avait une atmosphère un peu étrange, un peu suspendue, avec plein de questionnements. Et j'ai trouvé que c'était bien. C'est l'auteur qui a écrit La fille de la plage, que j'ai pas du tout aimé. Là, ça a mieux fonctionné pour moi. J'ai envie de lire la suite, donc je vais essayer de la trouver. Voilà, donc ça, je vais continuer. J'ai lu un premier tome, là, celui-ci, j'avais très envie d'aller le découvrir. Et là, j'ai encore plus aimé, je pense, celui-ci que Solanin. Donc là, c'est Shiisa Kobe de Minetaro Mochizuki. Mais bon, Minetaro Mochizuki, j'ai tout aimé de lui. Donc j'ai très envie d'avoir la suite. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est pas un couple. C'est l'histoire de ce jeune homme très, très poilu. Il se cache derrière tous ses cheveux et cette barbe. On se rend compte qu'il y a un truc. Il a l'air extrêmement sensible. Il travaille sur un chantier et ses parents vont disparaître. Et il va devoir prendre la relève alors qu'il ne semble pas forcément prêt. Il semble pas forcément prêt parce qu'en fait, finalement, peut-être qu'il l'est. Et ses parents vivaient avec cette jeune fille qui les aidait. Et en fait, cette jeune fille, il va venir aider... leur fils, et ils vont se retrouver parce qu'ils ont à peu près le même âge. Il la voyait souvent et en fait il la voit une fois qu'elle a grandi, et voilà, ils vont vivre dans la maison parentale, je crois, et voilà, ils vont se retrouver, et là on est sur une redécouverte en fait. Et voilà, les 2 personnages sont assez touchants. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées justement derrière tous ces poils. Mais j'ai trouvé que malgré tout, beaucoup de sentiments passent. C'était vraiment fait de façon intelligente, sans justement que ce soit gnangnan, quoi. C'est vraiment, c'est assez brut de décoffrage et aussi empreint de plein de réserves assez représentatives de cette société japonaise. Donc là, c'est édité chez Le Lézard Noir. Je vais prendre la suite. Je crois que le problème, c'est que je sais plus s'il y a 3 tomes, je crois. Et la suite n'est pas forcément facile à trouver. Bon, on verra bien. Et sinon, j'ai lu ce matin, je l'ai fini ce matin, Les liens du sang de Shuzo Oshimi, le 2e tome, édité chez Kiyun Seinen. Elle est complètement ouf, cette maman. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, je vous en ai déjà parlé. C'est l'histoire d'une relation un peu toxique entre une mère et son fils. On va se demander jusqu'où ça va aller. Déjà dans le premier volume, on se disait mais il se passe un truc quand même pas net. Et il se passe d'ailleurs dans la fin du premier volume quelque chose, on ne sait pas trop si c'est vrai, si ça a eu lieu ou non. Et dans ce 2e volume, c'est un peu le stress post volume 1, notamment du fils. Et
Et l'emprise de cette mère sur son fils est très présente, avec des dessins, mais je vais essayer de vous montrer quelques dessins. Moi, j'ai montré à mon homme ce matin. Je trouve ces dessins juste hallucinants. Je suis scotchée par ces dessins. Tout est dans le regard, dans les ombres. Il y a beaucoup d'angoisse, les personnages transpirent et pleurent souvent. Il y a beaucoup d'émotions fortes, quoi, qui te laissent pas indifférent. Je trouve ça super, donc je vais acheter la suite. Je me demande même si je vais pas acheter les 2 prochains. Il y a 12 tomes pour le moment. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais en tout cas, vachement bien. Bon ben voilà, je vais devoir aller travailler maintenant et j'ai fini mon point en 25 minutes. Je suis assez fière de moi. Je vais vous laisser là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous en attendant. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.